Après l'Alsace, la Loire et Bordeaux, notre tour de France nous amène maintenant en Bourgogne. Alors région viticole reconnue internationalement, qui produit certains des vins les plus chers au monde, elle semble, en tout cas quand on se lance dans le monde du vin, être un peu un casse-tête à comprendre, au premier abord. Dans cet épisode, on va décortiquer la Bourgogne. Alors pourquoi est-ce que j'aime la Bourgogne ? Bon, il y a une raison qui est un peu évidente, c'est parce que je suis bourguignonne. Bon, ça m'a peut-être attirée au départ un peu plus, mais ça m'a toujours surtout fascinée, parce que sur les 363 AOP qu'il y a en France, il y en a une centaine en Bourgogne, alors que ça ne représente que 3% de la production française. Donc ça me semblait un petit casse-tête qui m'a donné tout à fait envie d'aller l'explorer. Et surtout, cette région, c'est celle qui m'a aidée à comprendre la notion de terroir. Et ça, on va en reparler certainement. Tu vas me poser des questions là-dessus. Exactement. Déjà, comme je disais en introduction, quand on se lance un peu dans le vin, la Bourgogne, ça semble assez compliqué à comprendre et à retenir, alors que pour toi, en fait, c'est quand même plus simple qu'on le pense. Oui, alors, en fait, c'est assez simple. Parce qu'en gros, il y a 2 cépages. Un pour les rouges, un pour les blancs, et seulement 4 zones géographiques qui se suivent plus ou moins du nord au sud. Donc effectivement, dit comme ça semble assez simple. Pour commencer, est-ce que tu peux nous rappeler un peu la situation géographique et le climat en Bourgogne, comme on le fait un petit peu pour chaque région ? Oui, alors on va avoir des vignes qui sont réparties en gros de Dijon au nord à Mâcon au sud. Après, c'est le Beaujolais. Mais il y a aussi une petite enclave un peu détachée à Chablis, au nord-ouest de Dijon, plus près de Auxerre, vraiment plus au nord. Alors, côté climat, là on est en plein dans le continental, comme un peu ce qu'on a pu voir en Alsace. Chablis étant plus au nord, c'est un peu plus frais, normal. Et puis c'est plus tempéré pour le reste de la région. Si côté sol, ça aussi c'est important, très important même dans le vin, il y a une très très grande diversité de sols. C'est en fait une vraie mosaïque de sols parce qu'il y a plein de petites failles géologiques notamment, ou alors dans le cas de Chablis, c'était la mer, une mer tropicale il y a 80 millions d'années. Donc forcément, ça donne du caractère au vin, ça c'est indéniable. Ok, bon déjà un bon état des lieux, on se situe bien, et alors en termes de cépages, tu disais qu'il n'y en avait que 2. Oui, alors en rouge, il y a du pinot noir, et en blanc, du chardonnay. Même si vous savez qu'en France, on adore les exceptions. Donc on pourrait aussi mentionner la ligotée, le sauvignon en blanc, mais ils sont très largement minoritaires. En rouge, on a même aussi du gamay, plus au sud, du césar au nord. Il y a des petites exceptions. Voilà. Donc, pour les 2 principaux, parlons de cela. Le pinot noir, c'est un cépage qui est un peu capricieux, qui a les peaux très très fines, mais qui produit des vins hyper fins. La peau est fine, donc il y a peu de tanins, donc des vins très fins avec beaucoup de délicatesse. Les chardonnays, ça c'est un cépage qui est extrêmement adaptable, d'ailleurs pour ça qu'on en trouve dans le monde entier, et qui a la particularité d'aimer le bois, qui aime l'élevage en fût de chêne, et on peut le ressentir. Par contre, il laisse très bien transparaître le terroir. Donc c'est un allié précieux pour ça. Ok, donc Pinot Noir, Chardonnay, effectivement ça se retient assez bien. En plus c'est des cépages qui sont quand même très utilisés, très connus, qu'on retrouve même dans pas mal de régions du monde. Et alors si on utilise les mêmes cépages partout en Bourgogne, comment est-ce qu'on a cette diversité et ce prestige aussi des vins de Bourgogne ? Alors qu'est-ce qui fait parler les vins de Bourgogne ? C'est évidemment le terroir. Pour comprendre un petit peu mieux, si tu veux bien, on peut regarder un peu zone par zone les particularités des terroirs dans les zones à Chablis, en Côte d'Or, en Côte chalonnaise et dans le Mâconnais. Les 4 dont tu parlais oui, au début, c'est ça, en fait. Exactement. Donc, à Chablis, par exemple, il y a un seul cépage. Il n'y a pas de vin rouge là-haut. Là-haut, évidemment, c'est au nord. Il n'y a qu'un seul cépage, c'est le chardonnay. Là, c'est facile à retenir. Le terroir de Chablis, c'est du minéral et du minéral. Finalement, il y a tellement de fossiles, de coquillages dans les terroirs de Chablis que ça donne forcément une forte personnalité au vin. Voilà, ça c'est vraiment un impact indéniable sur les vins de Chablis. Donc des vins minéraux, élancés, et qui, pour certains, dans les plus jolis terroirs, vieillissent admirablement bien. Et là, on retrouvera les notes iodées qui viennent de cette particularité du terroir avec des coquillages fossilisés.
Voilà. Qu'on peut voir. Ah, mais on les voit dans les vignes. ouais. Quand on passe entre deux rangs de vignes, on se baisse et on ramasse des ammonies. C'est incroyable. Il y a des exogyra virgula, des morceaux de cailloux, plein de petites huîtres fossilisées. C'est extraordinaire. Ensuite, voilà, il faut prendre l'autoroute ou les petites routes, mais il y a une petite différence et on arrive en Côte d'Or. Et alors en Côte d'Or, on a deux zones. On a la côte de Nuits. Commence par la côte de Nuits, du nord au sud, et ensuite la côte de Beaune. Et là, on retrouve des grands noms. Les Nuits Saint-Georges, Meursault, Pommard, Volnay, etc. Donc, sur cette zone-là, il y a en fait le Massif central qui longe à l'ouest, et des coteaux très très bien exposés au sud, ce qui est idéal pour l'ensoleillement. C'est là qu'on retrouve cette fameuse faille géologique qui a créé le grand vignoble de Bourgogne. Donc, les deux sous-parties, c'est donc la côte de Nuits, avec Nuits Saint-Georges, Gevrey-Chambertin, Fissain, etc., Marsanais, qui est surtout connu pour ses vins rouges. Il y a très peu de vins blancs, le terroir se prête moins au pinot noir. Et ensuite, au sud, il y a la côte de Beaune, avec Los Cortons, Chassagne-Montrachet, Meursault, etc., plutôt connu pour ses vins blancs, même s'il y a évidemment aussi des rouges. Je pense à Pommard, à Volnay, qui sont des appellations de vins rouges qui se situent en côte de Beaune. On continue un petit peu la route et on arrive en côte chalonnaise, au sud de la Côte d'Or. On est passé par Centenay, on arrive dans les Maranges et ensuite on atterrit à Mercurey, Rully, Bouzeron, Givry et Montagny, qui est une particularité, même si tout ça ce sont des vignobles un petit peu moins connus que la Côte d'Or, moins onéreux aussi, disons-le franchement, donc à explorer, mais je parlais de la particularité de Montagny, c'est qu'on n'y produit que des vins blancs, 0 vin rouge dans cette appellation. Et puis en dernier, on arrive dans le Mâconnais. Alors le Mâconnais, il y a une majorité de chardonnay, très peu de vins rouges, même si dans la partie sud-sud, on arrive quand même à proximité du Beaujolais, donc on retrouve aussi du Gamay, puis un petit peu de Pinot Noir. Alors, dans les blancs, on a les Mâcons villages, et puis quelques appellations un petit peu plus prestigieuses, que sont Pouilly-Fuissé et Saint-Véran. Ok, donc en termes de répartition géographique, c'est vrai que là aussi c'est plutôt clair, bon, mis à part quelques petites exceptions. Et alors en Bourgogne, on a aussi un système de premier et de grand cru. Est-ce que là aussi, on a essayé de faire quelque chose de logique ? Oui, alors, c'est vrai que le système de hiérarchisation est relativement logique. Finalement, c'est un peu comme une pyramide, en quelque sorte, du plus large au plus précis. Dans le bas de la pyramide, on a 50% de la production qui est en appellation régionale. L'appellation régionale, c'est Bourgogne rouge, Bourgogne blanc, Crémant de Bourgogne, Haute-Côte de Nuits, Bourgogne-Côte d'Or, voilà, des appellations régionales. Ensuite, on grimpe d'un cran avec 30% de la production, à peu près, 30% d'appellations communales. Donc ces appellations, elles s'appellent du nom de la commune la plus connue qui les héberge. C'est Chablis, c'est Gevrey-Chambertin, le nom d'une commune. Ensuite, on grimpe encore. Et on arrive dans les premiers crus, je crois 10-12% maximum, sur des sites qui sont classés. Et ensuite, on a 1,5% de grands crus. Donc là, on est vraiment dans le minuscule. Et il y a à peu près 600 premiers crus et 33 grands crus. Quand on dit ça, c'est évidemment le nombre de parcelles qui sont classées en premier ou en grand cru. Et c'est exactement comme ça qu'on peut introduire cette notion de, et là je mets des guillemets, climat, qui n'a rien à voir avec le climat météorologique, mais la notion de climat qui sont ces parcelles précises, cadastrées, qui sont inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO, et il y en a plus de 1000. Et donc le concept, c'est une parcelle de vigne avec des caractéristiques géologiques précises, hydrométriques et d'exposition particulière. Et ça donne normalement, si le vigneron fait bien son travail, des vins plus exceptionnels que la hiérarchisation en dessous. Ouais, donc déjà une trentaine de grands crus, 600 et quelques premiers crus, plus de 1000 climats, c'est peut-être pour ça au final que ça semble assez complexe comme région viticole. Comment toi tu fais pour t'y retrouver ? Bon, ça prend un peu de temps, soyons honnêtes. Dans mon expérience, je me suis beaucoup baladée dans les vignes avec une carte. C'est les cartes cadastrales des vignobles, c'est incroyable comme outil, c'est dingue, parce qu'on a un nom qui fait un peu rêver, qu'on imagine sur une bouteille de vin ou qu'on a vu même dans des bouquins, et tac, d'un coup, on se retrouve dans la parcelle qui est accessible à tout le monde, à condition de respecter les lieux, mais on voit pourquoi, par exemple, elle est classée en premier cru, parce que on voit bien que le coteau a une certaine exposition et que forcément ça va donner des vins plus intéressants que la parcelle qui est au ras de la nationale,
dans la plaine en bas, et forcément moins bien drainé, moins bien exposé. Donc ça, c'est vraiment un super... Enfin, c'est comme ça que j'ai fait moi, mais aussi en allant chez les viticulteurs, en demandant un rendez-vous et en dégustant les vins. La moyenne de propriété ou de gestion d'un vignoble en Bourgogne, c'est 8 hectares. Donc finalement, c'est très petit. Sauf que sur 8 hectares, ils peuvent avoir jusqu'à 15-20 appellations différentes ou appellations avec un climat différent. Donc ça permet à la fois d'écouter le producteur ou la productrice vous expliquer tout ça et ensuite de comprendre, grâce à la dégustation, les différences qu'il peut y avoir d'un vin à l'autre. En grimpant d'un cran hiérarchique, on se rend très bien compte de la différence. Alors avant de passer à la suite, c'est vrai que juste pour reclarifier une dernière fois, dans le dernier épisode, on avait parlé de Bordeaux et de la classification vraiment de propriété. Là, on est clairement dans l'opposé, on est sur la classification du terroir. Absolument. Pour te donner un exemple, le Clos de Vougeot, qui est un grand cru qui fait 50 hectares, il y a 90 producteurs différents. Et sur les 50 hectares, il y a une partie qui est un petit peu en hauteur, une partie qui est plus à plat. Forcément, ça ne va pas donner les mêmes vins. Et 90 producteurs différents, évidemment, ils vont chacun avoir leur manière de faire, leur exigence ou pas. C'est là où on se rend vraiment compte des différences, en fait. Et c'est l'endroit qui est classé et non pas la production de quelqu'un. Ça, c'est vraiment, vraiment une grande, grande différence par rapport à d'autres régions. Oui, parce que sur ces 50 hectares et 90 producteurs, ça reste un grand cru. Voilà, ils produisent tous Vougeot, Clos de Vougeot, Grand Cru. Voilà. Sur toutes leurs étiquettes, il y aura écrit la même chose. Mais c'est finalement leur nom, à eux, producteurs, qui va faire la valeur du vin. Parce qu'il y a la réputation et puis le savoir-faire qui se voit, donc qui est connu. Ok, alors maintenant pour revenir un petit peu à l'épisode, on a mentionné, vous l'avez peut-être vu dans le titre, je l'ai mentionné un peu dans l'introduction, c'est vrai que la Bourgogne est un peu devenue une sorte de modèle pour de nombreuses régions dans le monde qui essayent un peu de rivaliser en utilisant les mêmes cépages. Est-ce que ça veut dire que par exemple elles essayent de reproduire un style bourguignon? Et si oui, quel serait ce style bourguignon? Alors ça, c'est une question un peu piège parce que, évidemment, c'est un modèle. Évidemment, les vins de Bourgogne ont une telle aura et ils sont incroyables. C'est complètement magique de se dire qu'à partir de 2 cépages, on arrive à faire tellement de vins différents. C'est extraordinaire. Mais on ne peut pas reproduire le terroir ailleurs. Ça, c'est impossible. Donc, on va se rapprocher de la méthode. La méthode consiste à vinifier le chardonnay dans des barriques de chêne. Donc faire la fermentation directement dans les barriques, ça va permettre au vin d'absorber les qualités d'un fût de chêne qui, on l'espère, sera d'excellente qualité, par exemple. Ça va être une méthode. Pour les rouges, on fermente en grappe entière en cuve avant d'entonner en barrique. Et c'est l'élevage qui va faire la différence. Il y a aussi la quantité de vin qui est toujours à plus petite échelle en Bourgogne qu'ailleurs. Voilà, l'élevage sur lit des vins blancs, ça se reproduit ailleurs, bien sûr. C'est une méthode de vinification, une méthode d'élevage. Mais voilà, il y a quand même la personnalité d'un endroit qu'il est difficile de reproduire ailleurs. Alors, pour terminer, est-ce que tu as des appellations peut-être peu connues, parce que c'est un peu ta spécialité, ou un peu des chouchous que tu aimerais mettre en avant en Bourgogne? Alors moi, ce que j'aime bien, comme tu dis, effectivement, tout le monde n'a pas le budget pour se payer des gevrets ou des vins qui coûtent finalement très très cher. La rareté fait aussi que ça coûte très cher. Donc moi, j'aime bien aller essayer de trouver des AOP qui sont limitrophes. Tu vois, je pense notamment à un Côte du Couchois qu'on a eu récemment, qui est moins cher que son voisin Mercuret d'à côté, mais chez le meilleur producteur, qui est absolument incroyable. Donc ça, par exemple, c'est super. Ou alors d'aller chercher chez les plus grands producteurs leurs appellations les plus simples. C'est comme quand tu veux tester un boulanger et que tu achètes sa baguette de base pour te rendre compte de est-ce qu'il arrive à bien faire son premier vin, son vin générique finalement. Donc ça, c'est une bonne méthode, mais voilà, après c'est l'exploration. Je pense notamment à l'appellation Vézelay qui est assez récente, qui produit que des vins blancs. Là, nos abonnés... vont avoir la chance d'en avoir dans leur box. Je suis ravie d'avoir pu dégoter, découvrir une pépite comme ça, et ça fait partie des chouchous au sens large que j'aime bien aller chercher. Voilà, un épisode qui aura permis de bien faire le point sur la Bourgogne et de se remettre les idées en place si jamais c'était nécessaire. Dans le prochain épisode, on parlera des principaux défauts qu'un vin peut avoir, comme le goût de bouchon par exemple.
Parce que oui, parfois le vin ce n'est pas toujours un sans faute et il faut savoir reconnaître et comprendre aussi ses défauts. En attendant, vous pouvez retrouver tous nos contenus sur nos autres réseaux Instagram, Facebook, YouTube et Pinterest. Et pour passer à la dégustation, je vous donne rendez-vous sur notre site 3x20.com où vous retrouverez toutes nos box de vin et notre sélection de petits domaines confidentiels.